Partir, moi, d'un tout petit truc qui s'appelle l'accord de Paris, que nous avons célébré en grande pompe il y a maintenant un peu plus d'un an en disant « Victoire, la planète est sauvée » puisqu'on a décidé tous ensemble de se mettre d'accord pour sauver la planète. Je vais donc faire appel à une autre science, soit dit en passant enseignée dans cette enceinte. Certains d'entre vous sont peut-être venus écouter Édouard Bahr. Et je vous montre là un graphique qui est issu du dernier rapport du GIEC. Alors le GIEC, comme vous le savez peut-être, c'est une instance onusienne qui a été créée en 1988 et qui est une espèce d'agence de vulgarisation de la littérature scientifique existante. C'est un guichet unique d'accès à la littérature scientifique existante sur la question de l'influence de l'homme sur le climat. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans cette salle qui aient lu un rapport complet du GIEC, puisque même le premier faisait déjà quelques centaines de pages, le dernier en fait 6000. Donc je pense que vous n'avez pas des insomnies suffisantes dans cette salle pour vous attaquer à ce genre de trucs. Il y a quand même de temps en temps des choses intéressantes qui s'y promènent. Alors là, voilà un graphique. Ce graphique, il dit quelque chose d'extrêmement simple. Il vous quantifie, sur toute une série de courbes qui ont, en première approximation, dessinent une droite, la réponse du système climatique en ce qui concerne son élévation de température globale en fonction de la quantité de CO2 que nous mettrons dans l'atmosphère entre le début de l'ère industrielle et 2100. Donc c'est assez simple. Je prends la quantité totale de CO2 que les hommes mettent dans l'atmosphère entre 1870 et 2100, dont une partie évidemment a déjà été émise, et ça me donne la réponse du système climatique en ce qui concerne l'élévation de température entre 1850 là, en l'occurrence, et 2100. Alors, application numérique, je prends les émissions que les hommes et les femmes, pardon de ne pas les oublier, ont mis dans l'atmosphère entre 1870 et 2015, à peu près 2000 milliards de tonnes de CO2, dont vous avez la répartition sur la droite. Et vous voyez que historiquement, c'est le charbon et la déforestation qui arrivent en tête, pas le pétrole. Je mets ça, je projette ça sur ma droite, et la droite étant une bijection, j'ai appris à l'école, eh bien, je n'ai qu'une seule réponse possible en ce qui concerne l'élévation de température du système climatique entre maintenant et 2100, qui est 1 degré quelque chose. Dit autrement, ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, garantit qu'en 2100, nous aurons 1, quelque chose degré d'élévation de la moyenne planétaire par rapport à 1850. Alors, je vais vous le dire d'une autre manière, les 1,5 degrés qui constituent l'objectif ultime de l'accord de Paris, ça vaut autant que les promesses électorales que vous avez eues depuis quelques mois. C'est-à-dire rien. Ça ne vaut rien, pas un clou. La physique vous dit déjà que c'est mort, c'est terminé. Les 1,5 degrés, il fallait s'en occuper avant, c'est fini, c'est impossible de les avoir. Les 2 degrés, ça reste encore possible, et à ce moment, vous faites le raisonnement à l'envers. Vous dites, ben voilà, je veux caper l'élévation globale de température du système à 2 degrés. Eh bien, la physique me dit que je ne dois pas mettre plus de 3000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère entre 1870 et 2100, dont 2000 ont déjà été émises. Donc, si vous touchez un héritage de 1000 € et que vous en avez déjà dépensé 700, ben vous savez faire la différence comme moi, il vous en reste 300. Ben là, c'est exactement pareil. On a un budget global de 3000, on en a déjà émis 2000, donc il en reste 1000. Alors, je vais tout de suite être désagréable. Ça veut dire que sur le siècle qui vient, vos enfants et petits-enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup de cheveux blancs dans cette salle, ils ont le droit d'émettre, collectivement, la moitié de ce que vous et vos parents avez émis, dans le cadre d'une humanité qui est en moyenne sur le siècle 3 fois plus nombreuse. Voilà, c'est ça le cahier des charges. Dit autrement, vos enfants et petits-enfants, vous leur donnez le droit d'émettre en moyenne le 6e de ce que vous avez émis. Sachant que l'énergie, ce n'est pas dans cette enceinte que je vais vous apprendre grand-chose, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. Dit autrement, c'est ce qui permet d'agir sur le monde. Ça veut dire que nos enfants et petits-enfants, pour la partie qui vient de l'énergie fossile, nous leur donnons le droit de transformer 6 fois moins l'environnement par personne que nous et nos parents. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ce qui veut dire, soit dit en passant aussi au premier ordre, que vous leur donnez droit à 6 fois moins de PIB par personne. Donc les 2 degrés, c'est 6 fois moins de PIB par personne, en première approximation, sauf efficacité énergétique, mais en fait, je n'ai pas le temps de vous montrer les courbes ce matin, mais ça ne va pas vite. Je vous le dis encore autrement, 2 degrés, c'est férocement récessif. C'est bien la raison pour laquelle ça fait 25 ans, non, 1992, oui, c'est ça, 25 ans, pour paraphraser cet excellent Brice Lalonde, ça fait 25 ans qu'on se réunit pour résoudre le problème et que le problème n'est pas résolu. C'est à cause de ça.
Alors vous allez me dire, tout ça est horrible, Macron et Le Pen réunis nous promettent de la croissance, donc on s'en fout des émissions, donc on aura 2 degrés, so what. Alors je vais vous montrer, non pas sur 2 degrés, mais sur le passé, un ordre de grandeur, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, qu'il faut vraiment garder en tête parce qu'il est absolument cardinal dans cette affaire, qui est, très bien, admettons que je me contrefoute du problème parce que m'y attaquer, c'est quand même trop désagréable. Est-ce que je peux avoir quelque chose d'un peu tangible qui parle un peu à mes sens, qui me permette de comprendre de quoi je parle en termes de conséquences? Alors pour ça, je vais faire appel à 2 cartes très simples. La première vous décrit les écosystèmes climaxiques, c'est-à-dire ceux qui sont là si on leur fout la paix et qu'on ne les supprime pas pour faire des champs Notre-Dame de Paris, des bâtiments du futur ou des bâtiments du passé, des routes ou toute autre installation humaine. Donc voilà à quoi ressemblent les écosystèmes qui aujourd'hui s'installent spontanément en Europe si on les laisse tranquilles. Vous avez essentiellement des forêts. Ça veut dire que le système climatique sur l'Europe est un système qui n'est ni trop chaud, il n'est pas en dehors des plages de température qui permettent la croissance des végétaux, mais il n'est pas non plus en dehors des plages de précipitation qui permettent la croissance des gros végétaux, donc il pleut assez en particulier. Vous avez ici l'Europe il y a 20 000 ans. Donc là, 20 000 ans, on est au cœur de la dernière ère glaciaire, il fait raisonnablement froid, et nos ancêtres de l'époque poursuivent les derniers mammouths, en espérant bien en attraper un. Alors vous voyez que l'Europe il y a 20 000 ans ne ressemble pas vraiment à l'Europe d'aujourd'hui. La première chose qui la distingue de manière absolument fondamentale, c'est que c'est compliqué d'aller faire Erasmus en Suède ou au Danemark, parce que les Suédois et les Danois sont sous la glace. Vous avez une énorme calotte glaciaire de quelques kilomètres d'épaisseur qui recouvre toute la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, le Danemark, soit dit en passant les Écossais qui cessent d'être une menace au rugby, ils ne sont plus là, et vous avez sa grande sœur qui est posée sur le Canada, Canada du Laurentide, donc vous avez quelque chose d'assez différent de ce point de vue. Cette glace est constituée d'eau, et cette eau, il a bien fallu la prendre quelque part. Ce n'est pas dans l'atmosphère que vous avez des réserves d'eau suffisantes pour constituer des tels volumes de glace, c'est le seul endroit où vous avez pu la prendre, cette eau, c'est dans la mer. Or, la mer est une grande baignoire, le fond de la baignoire n'a pas varié, donc si vous avez pris énormément d'eau pour constituer cette calotte, le niveau de l'eau a baissé. Et il n'a pas baissé un peu, il a baissé de 120 mètres. Donc pour ceux d'entre vous qui aiment aller batifoler dans la Manche, il n'y a plus de Manche. Et pour ceux d'entre vous qui avaient des économies à planquer dans les Anglo-Normandes, il n'y a plus d'Anglo-Normandes. Vous avez des petites collines à la place. Et les bonnes années, on peut aller mettre la pâtée aux Irlandais à pied sec. Pas besoin de paumer ses économies dans Eurotunnel pour faire ce genre de choses. Vous constatez également que les écosystèmes installés sont très très différents de ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez en gros des écosystèmes qui ressemblent à ce que nous avons aujourd'hui au nord de la Sibérie. Ce n'est pas exactement pareil que ce que nous avons aujourd'hui. Et dans cet univers-là, on peut nourrir des animaux en bout de chaîne alimentaire comme les hommes, mais un peu moins nombreux que ce que nous sommes aujourd'hui, puisque à cette époque-là, la population française est de l'ordre de la population d'un arrondissement parisien, 100 000 bonshommes. Donc tout ce que l'écosystème France, à cette époque-là, peut nourrir comme bonshommes, c'est 100 000 individus. Quand la Terre est passée de l'état de gauche à l'état de droite, évidemment, la température moyenne a augmenté, c'est réchauffé. Eh bien, l'élévation de température moyenne dont on parle, son ordre de grandeur, c'est 5 degrés. Son ordre de grandeur, c'est 5 degrés. Cette élévation de température, elle a mis quelques milliers d'années à se produire, de l'ordre de 5 000, enfin, entre 5 et 10 000. Donc là, vous avez le résultat de la seule expérience grandeur nature de transition climatique rapide à l'échelle géologique, que notre espèce ait connue, c'est 5 degrés en 5 000 ans, pour la faire simple, donc 1 degré par millénaire, 0,1 degré par siècle. 0,1 degré par siècle. Je vous signale qu'en ce moment, on est dans certaines régions du monde sur un rythme d'évolution de la température qui est, donc 0,1 degré, 0,05, donc juste la moitié par année. Par année, déjà, aujourd'hui, dans certaines régions du monde. Alors évidemment, si le réchauffement climatique n'était pas un réchauffement mais un refroidissement, c'est-à-dire que si ce qu'on faisait en ce moment conduisait à refroidir la température planétaire de 5 degrés en un siècle, là je peux déjà vous donner la facture, ça fait quelques milliards de morts. Vous rendez toutes les moyennes latitudes non cultivables. L'ordre de grandeur, c'est quelques milliards de morts.
Cette expérience de réchauffement de quelques degrés en un siècle, évidemment, on ne l'a jamais faite. Donc l'idéal, ça serait de disposer dans le système solaire de 427 planètes Terre, qui auraient donc ce que Didier vous a montré tout à l'heure sur l'instrumentation. Moi, je suis comme lui, je suis très eugénien. D'abord, il faut instrumenter, regarder, confronter, etc. Bon. Et si on avait 427 planètes Terre permettant d'avoir vu ce que devenait une humanité de quelques milliards d'individus mettant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puis on pourrait aller au résultat avec des gens qui ont commencé ça il y a un siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, il y a 4 siècles, qui en ont mis un peu, qui en ont mis beaucoup, etc., eh bien, on aura une idée du risque qu'on court. Et même dans ce cas de figure, soit dit en passant, c'est pas sûr qu'on ferait ce qu'il faut. Il y a des tas de trucs qui nous font courir des risques, le tabac, la drogue, conduire en voiture, etc. Et pour autant, il y a des tas de gens qui s'en foutent. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on aurait fait ce qu'il faut. Hein. Mais enfin, au moins, on aura une idée du risque. Là, c'est un grand saut dans l'inconnu si on fait ça. Ma conviction, donc je vais vous le dire tout de suite pour qu'on passe à la suite, ma conviction, c'est que ce genre de transition à cette vitesse, c'est la guerre partout, en première approximation. Hein. Donc vous aurez un effondrement de l'échelle spatiale de l'organisation des sociétés humaines. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait faire des sociétés humaines organisées à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle du monde. Ça s'effondrera. Et du reste, les mouvements populistes aujourd'hui en sont les prémices. Vous aurez un effondrement de l'espérance de vie et de la taille de la population, mais dans des proportions que je suis infoutu de vous quantifier. Donc je ne sais pas vous dire si l'espérance de vie diminuera de 5 ans, 10 ans, sera divisée par 2 ou par 3, j'en ai aucune idée. Je vous rappelle quand même que l'espérance de vie en moyenne sur la planète il y a 2 siècles, c'était aux alentours de 25 ans, l'espérance de vie à la naissance. Ouais. Donc je ne sais pas. Donc, comme dit l'autre, quand je ne sais pas, c'est compris entre 0 et 100%. Mais il est évident qu'on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, on est en train de parler de quelque chose qui a le potentiel pour dynamiter la totalité de ce qu'on considère aujourd'hui être les acquis éternels d'une société stable et opulente. Hein, ça a le potentiel pour dynamiter ça. Vous allez me dire, bon, très bien, j'ai compris, on s'agite. Alors, si on s'agite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je le redis, qu'on n'a plus le droit qu'à 1000 milliards de tonnes équivalent CO2, enfin 1000 milliards de tonnes pardon, de CO2 à émettre d'ici à la fin du siècle. Alors une fois que j'ai, en termes mathématiques, ça veut dire que je prescris l'intégrale de mes émissions, et maintenant je vais essayer de voir à quoi ressemble la courbe de mes émissions. Hein. Bien évidemment, si j'ai un budget, tout ce qui est raisonnement en années est une supercherie. C'est-à-dire que si on vous dit vous avez encore le droit d'émettre tant, ça ne correspond à rien de dire je vais émettre ce que j'émets aujourd'hui tous les ans à peu près la même chose, et puis dès que j'ai épuisé mon budget, je passe à 0. Ça, c'est l'hypothèse chute de comètes, chute de météorites, guerre thermonucléaire d'un niveau suffisant, etc. Mais sinon, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est vous passez par un maximum et vous diminuez. Hein, c'est comme pour la démographie. Alors, les divers scénarios que vous avez ici sont des scénarios qui vous quantifient l'élévation de température que vous obtenez en 2100. Donc celui-là, vous avez vos 5 degrés, etc. Et si vous voulez vous limiter à 2 degrés, ben vous voyez, le scénario qui vous intéresse, il est en bas, là. Et ce scénario-là, il dit que d'ici à 2050, donc d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, il faut avoir divisé les émissions planétaires par 3. Donc les générations futures, ça devient hyper concret. C'est vos enfants. Voilà. Donc vous les voyez tous les jours en rentrant chez vous pour ceux qui habitent encore avec eux, et à chaque fois que vous les avez au téléphone. Voilà, c'est ça les générations futures. Ce n'est pas des espèces de machins intemporels, mal définis, qui arriveront dans 3 siècles et demi. Etc. Non, les générations futures, c'est tous les gens dans cette salle qui ont moins de 65 ans. Voilà. C'est très très concret. Hein. C'est ça l'ordre de grandeur. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, Paris, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait y aller. Alors j'ai fait un petit exercice que les anglo-saxons appellent de fact-checking en ce qui concerne l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'au moment de l'accord de Paris, on s'est mis d'accord sur un objectif qui, soit dit en passant, était déjà dans l'accord de Copenhague. Hein. L'accord de Copenhague disait déjà 2 degrés, on limite l'élévation de température planétaire à 2 degrés. Sauf que comme cet accord, il n'avait pas été obtenu par la voie classique onusienne, dans lequel les gens se mettent d'accord sur 45, qu'est-ce que je dis 45, sur 60 pages de texte et chaque virgule, mais que c'était un truc en 12 bullet points qui avait été écrit pendant une nuit entre chefs d'État. Les ONG ont gueulé comme des putois en disant « Ah, c'est pas démocratique, etc. » Donc ce truc-là vaut pas un clou. Donc j'affirme que les ONG ont fait perdre 6 ans au monde en présentant comme un échec ce qui était un immense succès, c'est-à-dire d'avoir déjà commencé à se mettre d'accord sur les 2 degrés. On a perdu 6 ans à cause de ça, à cause d'elle, j'insiste.
Donc ici, vous avez quelque chose de très simple. C'est la somme des émissions auxquelles les pays se sont engagés à Paris. Parce qu'à Paris, en gros, on a inventé un système pas idiot sur le fond, qui était chaque pays arrive en disant ce qu'il est prêt à faire. Donc on ne se donne pas un objectif comme à Kyoto en disant on va répartir la réduction des émissions, machin, toi tu fais 1%, moi 3%. Hein. On a fait l'inverse, on a dit on se met d'accord sur un objectif global et puis chacun arrive avec ce qu'il est prêt à faire et puis on essaye de discuter pour que le total de ce qu'on émet corresponde avec l'objectif global. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez vu sur ce graphique que si on veut les 2 degrés, il ne faut pas commencer la réduction dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut la commencer demain matin. Il faut la commencer demain matin. Tout de suite, là maintenant, demain matin. Or, à Paris, si vous faites la somme des engagements des pays, tout ce que vous obtenez, c'est que les émissions augmentent, pour passer en gros de 50 à 60 milliards de tonnes par an en l'espace de 10 ans. Donc ça ne prend pas vraiment le chemin d'une économie. Hein, si vous allez voir votre banquier et que votre banquier vous dit vos dépenses sont excessives par rapport à vos revenus, et que vous lui dites pas de problème, j'ai bien compris le message, mais sur les 10 années qui viennent, je garde les revenus et j'augmente mes dépenses, je pense qu'il va vous regarder en vous disant je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment compris ce que je viens de lui dire. Hein. Et c'est exactement pareil à Paris. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on ait vraiment bien compris ce qu'on nous a dit. Ce que vous avez également en bleu et en rouge, c'est le rythme de diminution qui doit être celui des émissions de la planète. Alors c'est des diminutions exponentielles, hein, c'est X% par an, ce n'est pas linéaire, selon l'année à laquelle on se met à l'ouvrage. Donc vous voyez que si on attend encore 3 ans, il faut derrière qu'on baisse de 5% par an, les émissions planétaires, et si on attend encore 10 ans, il faut qu'on les baisse de 10%. Je me suis amusé, si l'on peut dire, à regarder quel avait été le rythme annuel de croissance des émissions de CO2 sur le siècle passé. Je me dis comme ça, je vais avoir une petite idée, est-ce que 5% c'est loin ou pas loin de ce qu'on sait faire. Alors voilà le rythme annuel de variation des émissions de CO2 année après année. J'ai pris des séries qui sont, alors ce n'est pas le même auteur, c'est pas SMIL, mais enfin c'est un auteur voisin. Donc je regarde la consommation d'énergie année après année, je prends un facteur d'émission qui est toujours le même, parce que pour ne pas m'emmerder la vie, même si c'est un, et je regarde de combien varient les émissions année après année. Eh bien vous voyez que vous avez 2 points, et 2 seulement, sur ce graphique, où le rythme annuel de baisse des émissions a été de 5%. 2. Le plus fort de la crise de 29 et l'anéantissement du Japon et de l'Allemagne. Voilà. 2. Donc faire ça de manière volontaire, ce n'est pas quelque chose qui est marginal à côté d'un programme de civilisation qui reste croissance forever et je touche ni au système de retraite, ni aux 35 heures, ni à je ne sais pas quoi. C'est au cœur d'un programme de civilisation où ça ne marche pas. Et si c'est au cœur d'un programme de civilisation, il y a nécessairement des contreparties assez désagréables pour nous qui sortons de 2 siècles de croissance ininterrompue, qui s'appellent la contraction du pouvoir d'achat et tout un tas d'autres trucs qui aujourd'hui sont considérés comme absolument inconcevables. Voilà. Alors, sauf que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je crois que c'est Le Chatelier qui a dit que les systèmes n'aimaient pas se trouver hors d'équilibre. Aujourd'hui, nous avons mis le système hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. Donc la question n'est pas de savoir si on veut que le système change ou pas. La question est de savoir si on veut qu'il change avec nous ou sans nous. Et en général, quand les systèmes changent sans nous, il n'y a que 2 grands modes de régulation dans le monde, enfin ou 3 plus exactement, l'oppression politique, la famine, la maladie. La guerre étant une forme particulière d'oppression politique. Voilà. C'est les 3 grands modes de régulation. Il n'y en a pas d'autres. Donc si on dit « je ne veux pas », c'est qu'on est d'accord pour la guerre, la famine et la maladie. C'est assez simple. C'est très simple.